Avez-vous déjà vécu un moment si humiliant que vous aviez l'impression que le sol s'était dérobé sous vos pieds? Comme si le monde entier vous regardait et riait, et tout ça à cause de quelqu'un qui prétendait vous aimer? Moi, oui. C'était le soir de ma remise de diplôme. Les lumières de la fête scintillaient sur les coupes de champagne, les flashs crépitaient, mes camarades riaient et dansaient, et moi? Je tremblais intérieurement. Pas de froid, mais de honte. Devant tout le monde, il a détruit le moment le plus important de ma vie. Et le pire? C'était prémédité. Mais ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que je ruinerais sa vie avec une seule phrase. Et vous allez comprendre exactement comment cela s'est passé. Au début, tout semblait magique, comme si l'univers avait enfin décidé de me récompenser pour chaque larme ravalée en silence. Il est apparu de manière inattendue, un jour ordinaire, avec une présence marquante, presque magnétique. Il avait ce genre de voix qui apaise sans effort, un sourire qui semblait ralentir le temps, et une façon de regarder qui vous faisait sentir vu vraiment vu. Tout a commencé par des conversations simples, des rencontres sans prétention, et soudain, nous partagions nos traumatismes, nos rêves, nos cicatrices. Il disait n'avoir jamais rencontré quelqu'un comme moi, et moi, avec mon cœur blessé mais plein d'espoir, j'ai voulu y croire. Les messages matinaux, les petits mots laissés par surprise, l'odeur de son parfum qui s'accrochait à mes vêtements, tout construisait une illusion de tendresse qui m'enveloppait complètement. Je ne tombais pas seulement amoureuse, je plongeais, sans me rendre compte que les eaux étaient bien plus sombres qu'elles n'y paraissaient. Avec le temps, il est devenu ma routine, mon pilier, mon refuge. Chaque petit geste de sa part semblait tout droit sorti d'un roman soigneusement écrit, des fleurs en pleine semaine, des playlists faites juste pour moi, des étreintes longues qui semblaient dire « Reste, tu es en sécurité ici ». Et je suis restée. Je me suis laissée envelopper, je me suis donnée tout entière. J'ai partagé mes secrets les plus profonds, mes peurs les plus enfouies, comme on confie une clé en espérant que l'autre côté sera synonyme de respect. Dans ma tête, j'avais trouvé quelqu'un qui marcherait à mes côtés, sans hâte, sans pression. C'était comme vivre dans une bulle chaude, confortable, loin du monde. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le monde réel allait bientôt faire éclater cette bulle avec force. Car tout geste d'affection ne vient pas toujours de l'amour. Parfois, il vient de la manipulation. Il y avait quelque chose en lui qui me faisait me sentir spécial, unique, désiré, et c'est exactement ce qui le rendait si dangereux. C'était un amour qui vous rend dépendant, qui vous enchaîne avec des gestes subtils et des mots doux, mais qui commence à vous ronger de l'intérieur, lentement. Je ne voyais pas les signaux d'alerte, parce qu'il savait aussi comment éteindre les incendies avec des baisers, comment panser les blessures avec des promesses. Tout ce qu'il faisait était déguisé en bienveillance. Et quand on manque cruellement d'affection, la bienveillance ressemble à un cadeau. Mais en réalité, c'était un piège. Un piège invisible qu'il resserrait un peu plus chaque jour et moi, naïve, je pensais que c'était une étreinte. Les premières fissures sont apparues si discrètement qu'elles semblaient inoffensives. Un commentaire subtil sur ma tenue, dit avec ce ton léger, comme s'il ne s'agissait que d'une opinion. Puis une blague gênante devant mes amis, qui me faisait rire extérieurement mais me flétrir intérieurement. Il disait que c'était juste une plaisanterie, que j'exagérais, que je devais apprendre à prendre les choses à la légère. Peu à peu, j'ai commencé à trop réfléchir avant de choisir quoi porter, avec qui parler, ou même quoi publier sur les réseaux. Il n'interdisait rien, mais il réagissait par des gestes, des regards, des silences lourds qui me faisaient reculer. Et moi, pour éviter les conflits, je changeais. Je ne réalisais pas que je cédais déjà trop, tandis qu'il continuait à dissimuler son contrôle sous le masque de l'affection. Les conversations ont commencé à tourner davantage autour de lui et moins autour de moi. Quand je parlais d'une réussite, il la minimisait. Quand quelque chose me rendait triste, il changeait de sujet. Il me faisait sentir que mes problèmes étaient trop insignifiants, comme si je me plaignais toujours de choses sans importance. Lorsque j'ai essayé d'en parler, il m'a accusée d'être trop sensible, trop dramatique, ingrate. Chaque jour, je me remettais davantage en question. Étais-je le problème? Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à m'isoler, à m'éloigner de mes amis, à éviter de partager ce que je ressentais. C'était comme si mon intuition hurlait et qu'il la faisait taire d'un seul mot. Et ainsi, en silence, j'ai cessé d'être moi-même.
Il tenait à me rappeler combien j'avais de la chance de l'avoir. Il répétait souvent qu'aucun autre homme n'aurait autant de patience avec moi. Et moi, par peur de perdre cette personne spéciale, j'avalais ma fierté. Quand quelque chose me dérangeait, c'était moi qui finissais par m'excuser. Quand il disparaissait pendant des heures et revenait comme si de rien n'était, je faisais semblant de ne pas m'en soucier. Il n'y avait plus de réciprocité, mais je m'accrochais aux miettes d'affection comme s'il s'agissait d'un festin. Parce qu'au fond, je croyais encore que c'était de l'amour. Et quand on y croit, on supporte l'insupportable. On justifie l'injustifiable. Sans m'en rendre compte, je vivais désormais pour ne pas le décevoir, même au prix de ma paix intérieure. Avec le temps, même mon corps a commencé à réagir. Je ressentais une fatigue constante, des maux de tête fréquents, de l'insomnie. Je dormais à ses côtés, mais je ne me reposais pas. J'étais toujours sur le qui-vive, comme si quelque chose de terrible allait arriver, même les jours où tout semblait bien. Puis est venu le pire, le doute envers moi-même. Moi qui avais toujours été forte, indépendante, sûre de moi, je me voyais fragile, dépendante, en quête désespérée d'un compliment, d'un geste, d'une validation. C'était comme si j'étais prisonnière d'une relation invisible, sans cri ni coup, mais où la violence était émotionnelle, et elle faisait encore plus mal parce qu'elle était silencieuse. Un conte de fées ne se termine pas ainsi. Mais le mien était déjà en train de devenir un cauchemar. Et je ne savais toujours pas comment me réveiller. Alors que je rêvais des détails de ma remise de diplôme, il observait tout de loin avec un calme inquiétant, comme s'il attendait le moment parfait pour agir. Je parlais des invitations, de la robe, de l'hommage que je rendrais à ma mère, et il se contentait de sourire, comme s'il me soutenait, mais avec un regard froid. La vérité, c'est qu'il ne supportait pas l'idée de me voir admirée, reconnue, applaudie. Et c'est là, en silence, qu'il a commencé à tisser son piège. À chaque compliment que je recevais à l'université, à chaque signe de mon épanouissement, il trouvait le moyen de jeter une ombre. Parfois, il insinuait que je devenais arrogante, d'autres fois, il lançait des rumeurs subtiles parmi nos connaissances. Et ainsi, tel un serpent qui se déplace en silence, il a commencé à empoisonner ma réputation sans que je m'en aperçoive. Les premières réactions se manifestaient par des regards obliques, des commentaires étouffés lorsque je passais. Des amis qui autrefois m'enlaçaient avec joie commencèrent à agir avec prudence, comme si quelque chose avait changé. Je ressentais une atmosphère différente, mais je ne parvenais pas à en comprendre la raison. Lui, bien sûr, faisait comme si de rien n'était. Il continuait à m'emmener dîner, à complimenter mes projets, à faire des plans pour après la remise des diplômes. Mais en coulisses, il nourrissait des soupçons. Il déformait mes propos, insinuait que j'étais hypocrite, prétendait que je me croyais supérieure parce que j'allais obtenir mon diplôme. Il créait des versions de moi que je ne reconnaissais même pas. C'était une manipulation si habilement orchestrée que même mes proches commencèrent à s'éloigner. Et moi, dans un effort pour préserver la paix, je continuais à le défendre. Il savait exactement comment jouer avec les apparences. Devant tout le monde, il se comportait comme le petit ami parfait, gentil, serviable, souriant. Mais dans l'ombre, en coulisses, il laissait des traces de malice, des commentaires stratégiques qui semblaient inoffensifs mais semaient le doute chez les autres. Et pendant que je continuais à croire que j'étais aux côtés de quelqu'un qui me soutenait, il construisait, pièce par pièce, la scène de mon humiliation. Le plus cruel, c'est qu'il agissait sans hâte, avec patience. Il voulait que je brille suffisamment pour que ma chute soit encore plus douloureuse. C'était un plan de destruction émotionnelle déguisé en partenariat. Et moi, aveuglé par l'idée de l'amour, je n'imaginais même pas que je dormais aux côtés de l'auteur de ma perte. Tout était calculé avec précision. Il savait que plus je m'élèverais, plus ma chute aurait d'impact. Et la cérémonie de remise des diplômes serait le décor parfait. Tout le monde serait là, collègues, professeurs, familles, personnalités importantes de l'université. Il voulait des applaudissements, mais pas pour moi, pour lui-même, pour avoir réussi à éteindre mon éclat en public. Et le plus cruel, c'est qu'il ne voulait pas seulement me blesser. Il voulait me voir diminuer, discréditer, doutant de ma propre valeur. Ce qu'il ignorait, c'est qu'au fond du gouffre où il pensait me laisser, je découvrirais une force que je ne soupçonnais même pas. Et que chaque coup qu'il planifiait contre moi,
serait celui qui le mènerait à sa propre perte. Le jour de la remise des diplômes arriva avec le poids de toutes les attentes que je portais depuis le début de mes études. Dès le matin, mon cœur battait à tout rompre, et je pouvais à peine respirer, submergé par l'émotion. Ma robe rouge était impeccable, mes cheveux relevés ornés de fleurs blanches, un détail dont ma mère avait tant rêvé. Les lumières de la salle se reflétaient dans chaque regard, la musique accompagnait les retrouvailles, et l'ambiance était à la fête, à la réussite, à la fierté. Mes professeurs m'enlaçaient comme s'ils me remettaient mon diplôme avec gratitude, et mes collègues prenaient des photos avec moi comme si tout était parfaitement en paix. Je souriais, mais au fond de moi, je ressentais une étrange tension, comme si quelque chose allait se produire. Un frisson me parcourut l'échine, mais j'essayais de l'ignorer, me convainquant que c'était simplement le trac de la soirée la plus importante de ma vie. Et puis il est apparu, élégamment vêtu, sûr de lui, arborant ce même sourire calme qui m'avait autrefois charmé. Il s'est avancé vers la scène avec assurance, a pris le micro sans que personne ne s'y attende, et a demandé la parole au milieu des applaudissements et des regards curieux. Moi, debout au fond de la salle, je pensais encore qu'il s'agissait d'un hommage, d'une surprise positive, quelque chose qui rendrait cette journée complète. Mais dès l'instant où il a commencé à parler, le monde autour de moi s'est figé. Ces mots, un à un, étaient comme des éclats de verre. Il disait m'aimer, mais qu'il devait révéler la vérité. Et alors, il a commencé à m'exposer. Des insinuations, des mensonges habilement racontés, des distorsions perfides. Il a transformé mon moment de gloire en un théâtre de honte publique. Le public, confus, oscillant entre rire nerveux et embarras, suivait tout cela en silence. Mes mains tremblaient, ma gorge se nouait, et les sons autour de moi se réduisaient à un bourdonnement lointain. C'était comme si j'avais été poussée d'une falaise émotionnelle devant tout le monde. Je n'arrivais pas à réagir. Ces paroles devenaient du poison dans les oreilles des spectateurs, et chaque phrase semblait effacer une partie de qui j'étais. La robe qui, auparavant, me donnait un sentiment de puissance pesait maintenant comme une armure inutile. Ma mère, à mes côtés, serrait ma main avec force, comme pour me protéger de l'impact, mais même elle ne savait que dire. Les lumières, les applaudissements, les sourires, tout avait disparu. Je restais là, immobile, dépouillé de ma fierté, essayant de comprendre pourquoi quelqu'un qui prétendait m'aimer pouvait prendre plaisir à me briser si publiquement. Mais dans ce vide, quelque chose naissait en moi. Le silence après son discours était pire que les rires. Il est descendu de la scène comme s'il avait remporté une guerre, comme s'il avait prouvé un point tordu. Mais là, au milieu de cette salle suffocante, j'ai fait un choix. Je n'allais pas fuir, je n'allais pas me cacher, je n'allais pas laisser ce moment définir qui j'étais. Une nouvelle colère brûlait en moi, une clarté froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai compris qu'il ne voulait pas seulement m'humilier, il voulait effacer mon histoire. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que, dès cette nuit-là, je commencerais à écrire une nouvelle histoire. Et elle ne serait plus marquée par la douleur, mais par une revanche. Silencieuse, stratégique, et avec une fin qu'il n'oublierait jamais. Dans les minutes qui ont suivi ce discours cruel, tout ce que je ressentais était le poids de la honte coulant sur mon corps comme un liquide glacé. Les gens me regardaient du coin de l'œil, certains avec pitié, d'autres avec jugement, et d'autres encore avec ce plaisir silencieux de ceux qui aiment assister à une chute. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, tandis que mon corps restait immobile, comme gelé de l'intérieur. Chaque seconde dans cette salle semblait durer une éternité. Je ne pleurais pas, je ne criais pas, je ne réagissais pas, mais à l'intérieur, une tempête commençait à se former. Ma mère, à mes côtés, tentait de garder son calme, tenant mon bras avec fermeté. Mais je ne sentais plus son contact, ni n'entendais les sons autour de moi. Tout était étouffé, comme si j'avais soudain plongé sous l'eau. Cette nuit-là, nous sommes partis en silence. Il a encore essayé de s'approcher, souriant, comme s'il n'avait rien fait de grave. Mais ma mère l'a arrêté d'un regard ferme, protecteur, comme pour dire « ça suffit ». À la maison, je suis restée des heures dans la salle de bain, face au miroir, cherchant la version de moi qui existait avant cette nuit. Ma peau était pâle, mon visage sans expression, et mes yeux, autrefois pleins de projets, étaient vides.
Ce n'était pas seulement de l'humiliation, c'était la destruction de tout ce que j'avais construit avec effort, dévouement et espoir. Je savais qu'à partir de ce moment, les gens me regarderaient différemment, même s'ils connaissaient la vérité. Mais surtout, je savais que si je restais silencieuse, je lui donnerais exactement ce qu'il voulait, une victoire sans résistance. Les jours suivants, le silence a envahi ma routine. J'ai évité les réseaux sociaux, les messages, les appels. J'avais besoin de me retirer pour comprendre comment cela avait pu arriver, et surtout, comment j'avais permis à quelqu'un de s'approcher autant et de causer tant de dégâts. Lui, il continuait à publier comme si de rien n'était, lançait des pics indirects, partageait des extraits de chansons qui me blessaient comme des aiguilles. Mais je ne répondais pas. Je ne pleurais pas en public, je ne donnais pas d'explication. J'étais en deuil, non seulement de cette nuit gâchée, mais de moi-même. De la confiance brisée, de l'orgueil blessé, de la naïveté qui m'avait fait croire que l'amour suffisait. Pourtant, dans ce silence, quelque chose de nouveau est né. Une force qui grandit lorsqu'on touche le fond et qu'on réalise qu'il n'y a qu'un seul chemin possible, remonter. Et je savais que remonter ne signifiait pas redevenir celle que j'étais avant. Cela signifiait me transformer. Cela signifiait regarder tout cela non comme une fin, mais comme un point de départ. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis assise avec du papier et un stylo, et j'ai commencé à écrire. Ce n'était pas un simple défouloir, c'était une déclaration que j'existais encore, que ma voix avait encore du pouvoir. J'ai revécu chaque détail de cette nuit, chaque mot prononcé, chaque regard échangé. Et au lieu de me laisser consumer par la douleur, j'ai commencé à l'organiser. Je préparais quelque chose. Pas seulement pour exposer la vérité, mais pour lui rendre tout ce qu'il m'avait pris de la manière la plus inattendue, avec intelligence, stratégie et silence. Car parfois, la vengeance la plus efficace ne vient pas des cris, elle vient du calme. Dans les jours qui ont suivi l'humiliation, j'ai disparu. J'ai supprimé mes réseaux sociaux, évité les rencontres, je me suis isolée en moi-même. Il a essayé de me contacter, envoyait des messages hypocrites de prétendue inquiétude, tentait de jouer le héros repenti, mais je n'étais plus là pour ses mensonges. En silence, j'ai commencé à rassembler les pièces qu'il laissait échapper sans s'en rendre compte, capture d'écran, enregistrement audio, témoignages de personnes qu'il avait manipulées avant moi. C'était comme assembler un puzzle sombre, et l'image qui se formait n'était pas celle du petit ami parfait, mais celle d'un manipulateur froid et calculateur. Et j'étais déterminée à révéler cette vérité à tous. Chaque conversation que j'avais, chaque témoin que j'écoutais confirmait que je n'étais pas seule. Il y en avait d'autres, tant d'autres, avec des histoires similaires de douleur et de trahison. Ensemble, nous avons commencé à tisser un réseau silencieux de soutien, un mouvement contre la manipulation et les abus déguisés en amour. Se remémorer était douloureux, mais aussi libérateur. Je sentais que je transformais ma douleur en force, mon humiliation en justice. Cela me donnait l'énergie de continuer, de préparer le moment précis pour porter le coup final. Car la vengeance n'avait pas besoin d'être bruyante, elle pouvait être froide et précise, comme un scalpel dans la chair de l'ennemi. Il continuait à jouer son rôle devant le monde, essayant de préserver son image de gentil garçon, pendant que je travaillais dans l'ombre pour démasquer cette façade. Chaque mensonge qu'il répandait, je le démontais avec des preuves. Chaque rire qu'il provoquait avec ses discours, je le faisais taire avec des vérités silencieuses. La patience est devenue mon arme la plus puissante. Je ne répondais pas aux provocations, je ne tombais pas dans les pièges, je me préparais simplement pour le moment d'exposer tout, de manière définitive. Car je savais que lorsque la vérité éclate, aucune excuse ne peut y résister. Et j'étais certaine que sa chute était proche. Lorsque la réunion des anciens élèves est enfin arrivée, j'étais prête. J'ai pris une profonde inspiration avant de monter sur scène, ressentant chaque battement de mon cœur comme un tambour de guerre. Pas besoin de cris ou de larmes pour être entendu. Ma voix était ferme, portée par une conviction qu'on ne pouvait ignorer. J'ai présenté les preuves, raconté mon histoire avec clarté, et laissé les gens interpréter par eux-mêmes. À cet instant, j'ai senti l'énergie de la justice couler dans mes veines. La même énergie qui allait tout changer et marquer le début du tournant que j'attendais depuis si longtemps. La réunion de l'université était prévue depuis des semaines, un moment où tous les anciens élèves se retrouvaient pour célébrer souvenirs et réussites.
Il ne pouvait pas manquer l'événement, et je savais que ce serait ma chance de renverser la situation. Alors que la salle se remplissait, je me préparais mentalement à parler, sentant mon cœur s'accélérer, mais aussi une détermination jamais ressentie auparavant. Monter sur cette scène serait différent de toutes les présentations que j'avais faites, car là, je ne défendrais pas seulement mon honneur, j'allais révéler la vérité qu'il avait tenté de cacher. Quand mon tour est arrivé, j'ai respiré profondément, regardé l'auditoire rempli de visages familiers, et commencé à parler avec le calme et la force que j'avais accumulés ces derniers jours. J'ai raconté comment tout s'était réellement passé cette nuit-là, lors de la remise des diplômes, et j'ai présenté des preuves incontestables, messages, enregistrements audio, témoignages de personnes également victimes de ces mensonges. Chaque mot portait une émotion retenue, une blessure qui s'ouvrait enfin pour guérir. Un silence s'est installé dans la salle, et les regards sont passés de moi à lui, comme s'il avait, l'espace d'un instant, disparu de la scène. Les doutes qu'il avait semés ont commencé à être arrachés, et la vérité gagnait du terrain parmi ceux qui croyaient auparavant en sa version. La tension montait, et je sentais que la balance penchait de mon côté. Lorsque j'ai abordé la partie la plus délicate, la phrase qui allait tout changer est sortie sans hésitation, d'une voix ferme, emplissant le silence d'un poids impossible à ignorer. Cette phrase était une lame tranchante qui a coupé les mensonges, révélant la personne qu'il était vraiment. Il a tenté de répondre, de nier, mais rien ne semblait convaincant. Pour la première fois, il n'avait pas les mots au bout de la langue, pas de manipulation prête à l'emploi. La foule était attentive, et la force de ma vérité était palpable dans l'air. Ce moment a marqué le tournant dont j'avais besoin pour transformer la douleur en force et l'humiliation en rédemption. Après mon discours, la réunion a pris une nouvelle direction. Des gens ont commencé à me soutenir, d'autres se sont approchés pour partager leurs propres histoires, et lui est resté isolé, exposé dans sa véritable nature. J'ai ressenti une vague de soulagement mêlée d'une énergie nouvelle, un renouveau. Cette nuit n'a pas été seulement ma revanche, mais un cri silencieux de libération pour tous ceux qui ont souffert des mains de ceux qui prétendent t'aimer. Et là, sur cette scène, j'ai montré clairement que mon histoire ne se terminerait plus entre ses mains. C'était le début d'une nouvelle ère, la mienne. La phrase est sortie de ma bouche comme un souffle maîtrisé, chargé d'une force que je ne soupçonnais même pas. Ce n'était ni un cri de haine ni une demande explicite de vengeance, mais une déclaration qui frappait plus profondément que n'importe quel mot agressif. Chaque personne dans la salle a retenu son souffle, et lui, pour la première fois, semblait totalement désarmé. Le silence a envahi la pièce, lourd, dense, comme si tous attendaient une réaction qui n'est jamais venue. Cette phrase était plus qu'une confrontation, c'était la révélation de la vérité qu'il avait tenté de cacher. Et à cet instant, le pouvoir a changé de camp, silencieusement, mais pour toujours. Lui, qui pendant si longtemps avait manipulé mots et gestes pour me détruire, a vu ses propres armes se retourner contre lui, mais d'une manière qu'il ne pouvait contrôler. Les preuves que j'ai présentées ont démantelé ses arguments, et la phrase que j'ai prononcée a été le coup final, la lame invisible qui a déchiré le masque qu'il portait. La salle, autrefois emplie de doutes et de rires nerveux, se remplissait désormais de regards incrédules et de respect envers moi. L'image qu'il avait construite, celle du « petit ami parfait », s'effondrait sous les yeux de tous. Et tandis qu'il restait immobile, perdu, je ressentais une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Il ne s'agissait pas de l'humilier publiquement, ni de chercher une vengeance mesquine. Il s'agissait de montrer à tous, et à moi-même, que j'avais une voix, que ma vérité comptait, et que je n'étais pas la victime silencieuse de cette histoire. Cette phrase était ma rédemption, ma déclaration de force, le point final qu'il n'avait jamais réussi à écrire. Car au fond, la plus grande victoire n'était pas de le détruire, mais de me reconstruire. De prouver que, malgré tout, je pouvais être plus forte, plus digne et plus libre que je ne l'avais jamais imaginé. Et la salle a explosé dans un silence qui en disait bien plus que n'importe quel mot. Il n'a pas répondu, n'a pas tenté de répliquer, car il savait qu'il était vaincu. Ce moment n'était pas la fin de mon histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où j'étais la protagoniste, et où personne ne pouvait plus éteindre mon éclat. Et cette phrase était mon cri silencieux qui résonnerait pour toujours. Après ce jour, tout a changé d'une manière que je n'aurais pu imaginer. Il n'était plus le même, le masque qu'il portait pour cacher ses véritables intentions est tombé devant tous.
Le respect qu'il avait forgé, cette aura d'innocence et de bonté, s'est rapidement dissipé. Les gens ont commencé à le voir pour ce qu'il était vraiment, et l'éloignement était inévitable. Certaines filles, qui avaient elles aussi été manipulées par lui, sont venues me parler, partageant leurs histoires de douleur et de tromperie. Ensemble, nous avons créé un espace d'accueil, où la souffrance se transformait en force et en solidarité. Ce réseau de soutien est devenu un mouvement silencieux, qui a grandi à partir de la vérité que plus personne ne pouvait nier. Il a tenté de nier les accusations, de faire disparaître les traces qu'il avait laissées, mais la vérité a une force que rien ne peut arrêter. Chaque mensonge qu'il a proféré a été démasqué, et chaque tentative de manipulation s'est retournée contre lui. Les personnes qui le défendaient autrefois ont commencé à douter, et sa réputation s'est effondrée en quelques semaines. Cet homme qui avait un jour tenté de détruire mon moment de gloire faisait désormais face à son propre effondrement. La vengeance silencieuse que j'avais patiemment planifiée commençait à porter ses fruits, prouvant que la justice n'a pas besoin de cris pour être entendue. Sa défaite était un avertissement pour ceux qui pensent pouvoir blesser en toute impunité. L'impact de ce revirement a été plus grand que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une conquête collective, un cri de liberté pour toutes celles qui ont été victimes de manipulation et de trahison. Voir que ma force a éveillé d'autres personnes m'a donné un sentiment de sens que je n'avais pas auparavant. La douleur de la trahison n'a pas disparu, mais elle a pris un nouveau sens, celui de la transformation. Ce qui semblait être la fin est devenu un commencement. Et cette phrase, celle qui a tout changé, est devenue le symbole de ma résilience. Car, en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de détruire ceux qui vous ont blessé, mais de vous reconstruire plus fort et plus entier. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois tout ce que cette expérience m'a appris. J'ai appris à reconnaître les signes, à ne pas me taire face à l'injustice, à chercher du soutien et à me battre pour moi-même contre le doute, contre le silence qui a failli me détruire. Si vous traversez quelque chose de similaire, souvenez-vous, la douleur peut être le carburant de votre liberté. Et le silence de votre vengeance peut être la voix la plus puissante que vous ayez jamais eue. Si vous avez vécu une trahison, une humiliation ou si quelqu'un a brisé votre confiance, sachez que ce n'est pas votre fin. Souvent, la douleur semble écrasante, comme si chaque partie de votre être était brisée sans possibilité de reconstruction. Mais ce que j'ai appris cette nuit-là, c'est que la douleur peut être un tournant, l'étincelle qui allume une force que nous ignorions posséder. Nous ne sommes pas définis par ce que les autres nous font, mais par la manière dont nous choisissons de réagir. La blessure peut faire mal, mais elle enseigne aussi. Elle nous rappelle notre valeur, même quand le monde essaie de nous convaincre du contraire. La même chose. Ce n'est pas facile, et le chemin n'est pas toujours clair, mais je sais que la vérité finit toujours par triompher. La vengeance que j'ai souhaitée n'était pas seulement pour lui, elle était aussi pour moi, une revanche contre la peur. La véritable transformation commence lorsque nous cessons de nous taire, lorsque nous refusons d'accepter le récit imposé par les autres et commençons à raconter notre propre histoire. Cette histoire, qui n'appartient qu'à nous, est faite de dépassement, de résilience et de courage. Je n'ai pas eu besoin de crier, ni de prouver à quiconque que j'étais digne. Il m'a suffi de croire en moi-même. Et cette croyance m'a rendu invincible. La phrase que j'ai utilisée pour détruire son mensonge n'était pas seulement une vengeance, c'était l'affirmation de ma valeur, de ma vérité, de ma force. Et vous aussi, vous pouvez trouver cette force en vous, même si aujourd'hui elle semble cachée. Quand l'humiliation est arrivée, j'ai cru que c'était la fin, mais ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. À partir de là, tout a changé. J'ai découvert que je pouvais être bienveillante envers moi-même, que je méritais respect et amour sincère. J'ai appris à reconnaître ce qui est toxique, ce qui fait mal et ce qui doit être laissé derrière. Et surtout, j'ai compris que la vie ne s'arrête pas à une chute, elle recommence avec plus de sagesse. C'est cela, la rédemption, pas un retour à ce que nous étions avant, mais la construction de quelque chose de nouveau, de plus fort et de plus vrai. Car au fond, la plus grande victoire est de se relever après un coup et d'avancer, intact à l'intérieur. Si vous traversez cela, sachez que vous n'êtes pas seul. La douleur peut sembler solitaire, mais elle est universelle. Beaucoup de gens sont passés par là où vous êtes et en sont sortis plus forts, plus conscients. Le secret est de ne pas abandonner, de garder la flamme de l'espoir allumée,
même dans les jours les plus sombres. Croyez-le, vous méritez mieux que ce que vous avez vécu. Vous méritez d'être écouté, respecté et aimé comme il se doit. Et quand vous serez prêt, cette même force qui vous a permis de survivre vous guidera vers une vie que vous n'auriez jamais imaginée possible. Votre histoire est encore en train de s'écrire et le meilleur chapitre reste à venir. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes portent en elles des blessures silencieuses, des moments où elles ont été injustement traitées ou trahies par ceux qu'elles attendaient le moins. La douleur existe, mais elle peut se transformer en force lorsque nous choisissons de ne pas nous taire. Partager vos expériences est le premier pas pour libérer cette voix qui a besoin d'être entendue. Ne laissez pas la peur ou la honte réduire vos vérités au silence. Ici, chaque histoire compte, chaque témoignage a le pouvoir d'inspirer et de transformer. Écrire sa propre histoire est un acte de courage. Vous n'avez peut-être pas de contrôle sur ce que les autres font, mais vous avez un contrôle total sur la manière dont vous réagissez et avancez. Cette histoire ne se termine pas par l'humiliation ou la douleur, mais par le dépassement et l'apprentissage. En racontant votre vérité, vous brisez le cycle du silence et offrez de l'espoir à ceux qui vivent des situations similaires. La résilience naît de la reconnaissance de sa propre force, et même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière prête à guider votre chemin. Cette chaîne est un espace sûr pour ces voix, un lieu où les expériences difficiles trouvent un espace pour être entendues et comprises. Nous voulons que vous fassiez partie de cela, que vous ressentiez que vous appartenez à une communauté qui accueille, qui comprend, qui se relève ensemble. Chaque commentaire, chaque histoire partagée renforce ce réseau invisible de soutien. Ne sous-estimez pas l'impact que vos mots peuvent avoir sur la vie d'une autre personne. La connexion humaine est puissante, et elle commence par un simple geste, ouvrir son cœur. Si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, écrivez dans les commentaires, moi aussi, j'ai une phrase, et partagez votre expérience. Aimez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres histoires qui touchent l'âme en profondeur. Ensemble, nous pouvons transformer la douleur en voix, le silence en mouvement, et la honte en fierté. Votre histoire compte, votre voix compte. Ne vous taisez pas. C'est le début de quelque chose de plus grand.